Bienvenue dans le podcast Voltaire's Kluwer, le podcast qui aide les professionnels du droit et des ressources humaines à mieux faire face à leurs nombreux challenges. Dans ce 3e épisode consacré à la digitalisation, nous recevons Benjamin English, avocat associé au cabinet Avril et Marion, avec qui nous nous demanderons comment tirer parti de la digitalisation pour prévenir des risques et gagner en performance. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benjamin English qui va nous aider à comprendre les enjeux actuels de nombreux cabinets d'avocats à la lueur des enseignements de la crise du Covid-19. Nous commencerons par une question très simple. Benjamin English, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre cabinet ? Bonjour, merci de me recevoir. Alors, moi, je suis associé d'un cabinet qui s'appelle Avril et Marion. Je suis associé gérant de ce cabinet, un cabinet qui est provincial et fier de l'être, implanté dans 2 sites. Un site principal à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, et puis un site secondaire à La Baule, en Loire-Atlantique, donc résolument orienté vers l'ouest, le grand ouest de la France, mais qui a un rayon d'action à peu près national. On va parler de ces questions de limite de frontières, d'affranchissement des frontières physiques. C'est un cabinet de taille moyenne, 4 associés, 8 avocats en tout, donc une quinzaine de personnes avec le personnel support, qui est assez caractéristique parce qu'il fait essentiellement 90% de contentieux, aussi un peu de conseil, essentiellement de la rédaction de contrats avec nos clients, parce qu'on aime bien aussi construire la relation contractuelle pour se sortir un peu de l'aspect uniquement contentieux, mais contentieux avec une activité donc traditionnelle qu'on essaie d'exercer de la manière la plus moderne possible avec des nouveaux outils, des nouvelles perspectives, des nouvelles techniques. C'est un cabinet qui n'est pas isolé dans le sens où il fait partie depuis plus de 35 ans du réseau Eurojurist France, qui est un des plus gros réseaux d'avocats et de professionnels du droit en France, dont on est fondateur à l'époque. J'étais pas là. J'en suis ancien vice-président, j'ai occupé pas mal de fonctions au sein d'Eurojurist et je continue à m'occuper de certaines missions plus spécifiques autour de la Legal Tech. Pour ma part, je m'occupe essentiellement de contentieux d'affaires, contentieux commercial, contentieux d'affaires, contentieux contractuel et de responsabilité professionnelle, notamment de professionnels du droit. Voilà, j'exerce depuis un petit peu plus de 11 ans. Merci beaucoup. Pour commencer, nous aimerions savoir si la crise liée au Covid-19 a transformé votre façon de travailler. Le cas échéant, de quelle façon ? Alors la crise du Covid, qui nous est tombée dessus comme tout le monde de manière un peu impromptue, a effectivement changé notre façon de travailler. Ça nous a permis d'adopter des nouveaux modes de fonctionnement, aussi de nous rendre compte que l'avance que nous avions modestement pris dans les dernières années pour se digitaliser était bel et bien réel et qu'on pouvait en profiter d'autant plus pendant la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on a été content de se rendre compte à quel point on avait été capable, en amont, sans le savoir, de digitaliser. Ça veut dire qu'on a poussé beaucoup la dématérialisation. Pour ma part, j'ai passé le confinement dans notre cabinet secondaire, donc en gros j'avais très peu de dossiers physiques, parce qu'ils étaient stockés au cabinet principal, mais j'ai continué à finalement pouvoir travailler tous les jours pendant 2 mois avec uniquement un ordinateur et un téléphone. On s'est rendu compte que quasiment tout était digitalisé, tout était numérisé, et qu'on avait à peu près tout pour travailler sous la main tout le temps. Donc ça, c'est une bonne surprise. Pour le coup, c'est sur la partie managériale qu'on a été obligé de développer des nouveaux outils, d'adopter des outils au demeurant assez classiques, mais de management interne, parce que tout le monde étant dispatché chez lui, il a fallu qu'on trouve les moyens de communiquer, de coordonner nos actions, de voir quelle était la charge de travail de chacun et de pouvoir transmettre les informations. Donc ça a été la vraie innovation. On n'avait pas ça avant et maintenant on a un vrai outil de communication interne. Vis-à-vis des tiers de nos chers clients et des juridictions, là il a fallu également innover. Il y a un vrai changement qui est général, pas que chez nous, mais qui est à mon avis assez appréciable, c'est le développement de la visioconférence. Le fait que les clients aujourd'hui acceptent beaucoup plus de faire des visioconférences, ce qui est souvent assez rationnel, ça leur évite de faire de la route, parce que dans des territoires comme la province, on a des gens qui rapidement viennent faire 1 heure de route pour venir au cabinet, pour repartir, avec parfois un rendez-vous qui de manière utile va pouvoir durer 35 ou 40 minutes. Autant le faire en visioconférence, on échange de manière quasiment identique, les informations sont là. Après, ça n'empêche pas de se voir physiquement de temps en temps, mais cet usage de la visioconférence, dont on peut estimer qu'il va rester dans les usages, a probablement fluidifié les choses, nous a donné probablement aussi la perspective de pouvoir traiter des dossiers avec des clients plus éloignés, soit parce qu'il y a une problématique de territoire où eux, on va avoir besoin d'un avocat là où on est, soit parce qu'on est spécialisé dans tel ou tel domaine et que finalement, qu'on soit à Saint-Brieuc, à La Baule, à Strasbourg ou à Auxerre, ce sera strictement la même chose pour eux tant qu'ils ont le service associé. Ça, ce sont les nouveaux éléments. Après, petit manque avec l'usage de la visioconférence, avec les contacts avec les juridictions qui, elles, n'ont, à l'exception de certaines, globalement pas pu s'y mettre. Diriez-vous que ce sont des changements temporaires ou plutôt des modifications en profondeur ? Je pense qu'il y a certaines modifications qui vont être faites en profondeur. Tout le monde a dit que les ordonnances, les fameuses ordonnances Covid d'organisation de la justice, étaient des choses provisoires, mais dont on pressentait qu'elles avaient vocation à perdurer dans le temps.
Espérons que les usages qui vont rester seront les bons, ceux qui ont fait progresser la fluidité de la justice, et pas ceux qui peuvent laisser un petit sentiment de frustration et d'éloignement, soit du justiciable avec les juridictions, soit des avocats avec les juridictions. Il peut en rester du bon, on peut de tout cela, avec la résilience, s'en sortir, se servir de cette crise du Covid comme une sorte de catalyseur. Maintenant, c'est à nous de le faire. Avec ces quelques mois de recul, de quoi la crise du coronavirus vous a-t-elle le plus privé ? On a été privé, je le disais, pas forcément de contact avec les clients. C'est assez paradoxal parce que ne pouvant pas recevoir des clients au cabinet, ou en tout cas on s'est refusé à le faire pendant assez longtemps, on pourrait penser qu'on a été coupé de la relation avec nos clients, nos prestataires, nos interlocuteurs, qui soient les autres professions du droit, les notaires, les experts et autres. Pas tellement, parce que justement, par l'émergence de nouveaux usages, on a communiqué autrement. Donc on n'a pas forcément été coupé. Moi, ce que j'ai vraiment ressenti comme frustration, c'est d'avoir un peu été obligé, et c'était malheureusement nécessaire d'un point de vue sanitaire, de couper les relations avec nos autres juristes que sont les magistrats, les autres membres de la comité judiciaire, où là, pour le coup, il y a eu une généralisation des dépôts de dossiers qui est toujours un petit peu frustrante parce qu'il y a certains dossiers qui peuvent tout à fait déposer, qui sont traités à l'écrit et qui sont parfaitement traités, mais d'autres dossiers où on voudrait pouvoir avoir la certitude que le magistrat n'a pas des questions qu'il se pose à la lecture de nos conclusions, des développements qu'il aurait voulu voir traités différemment. Et là, pour le coup, s'il n'y a pas d'audience, ne serait-ce qu'une audience courte, synthétique, didactique avec des questions posées, on peut toujours être dans le doute de se dire peut-être que si j'avais pu exposer, avoir un échange, on aurait pu avoir un échange très constructif scientifiquement avec le magistrat ou le confrère, enfin les autres parties. Là, ça a été un petit peu plus compliqué parce que pendant ce temps, tout a été figé, mis entre parenthèses, excepté pour certains contentieux un petit peu plus particuliers ou urgents. Voilà. Pour nos auditeurs qui sont peut-être moins fins juristes que vous, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le dépôt d'un dossier ? Alors, le dépôt d'un dossier, c'est très simple. Moi, je fais beaucoup de contentieux civil, je fais un petit peu de pénal des affaires, mais beaucoup de contentieux civil. Les échanges se font essentiellement avec des conclusions, c'est écrit, des pièces. Il y a une audience à laquelle on explique, on fait une plaidoirie qui n'est pas une plaidoirie comme devant la cour d'assises qui dure des heures, mais quelque chose d'assez technique, qui n'a pas vocation à être une redite. Mais à défaut, s'il n'y a pas de plaidoirie, si on décide de déposer le dossier, c'est-à-dire qu'on remet uniquement le dossier papier au magistrat. Alors, traditionnellement, c'est une remise physique de main à main. Bon, là, la crise du Covid a obligé à s'organiser différemment, où on amenait les dossiers, on regroupait les dossiers physiquement pour qu'ils soient transmis aux magistrats qui pouvaient les emporter pour les étudier. Donc là, c'était des dépôts. Donc il n'y a pas de rencontre physique ni d'échange avec le magistrat. Alors, à toute crise, il y a des éléments positifs. Est-ce que la crise du coronavirus a permis au cabinet de progresser sur certains points ? Oui, alors progresser sur certains points, certainement, du fait de la contrainte. Moi, la première contrainte que j'ai vue, alors c'est pas forcément à l'échelle du cabinet, mais c'est à mon échelle personnelle, à l'échelle de mon travail, de mon organisation personnelle, c'est la contrainte du temps. C'est-à-dire que cette crise du Covid nous a obligés à nous astreindre. Alors, on a eu des choses assez libératoires, le fait de pas faire de temps de route, par exemple. Il n'y avait plus d'expertise, il n'y avait plus de temps de route vers les juridictions extérieures. Donc là, effectivement, on a roulé un peu moins, on gagne un peu de temps. En revanche, on a tous eu des contraintes, notamment pour ceux qui sont jeunes parents, des contraintes de garde d'enfants, où il a fallu jongler entre la garde des enfants, le cabinet, les devoirs également à la maison. Et finalement, c'est la contrainte de temps, l'obligation de rationaliser tout ce qu'on fait et de se dire qu'il faut faire la même chose en beaucoup moins d'heures et d'arriver à aller à l'essentiel. Je pense que c'est un excellent exercice de contraindre le temps et de se rendre compte que finalement, bien organisé avec un bon sens des priorités et des bons outils, notamment digitaux, on peut arriver à faire la même chose en un temps beaucoup plus contraint et se libérer du temps pour faire autre chose, tant qu'à faire. Nous souhaiterions maintenant avoir votre vision sur la résilience des professionnels du droit. Comment pensez-vous qu'ils vont rebondir dans l'année à venir et puis à plus long terme ? L'avis que je peux donner sur cette résilience des professionnels du droit, sur ce qui va arriver, va être nécessairement un avis sous l'angle de ce que moi je pratique, c'est-à-dire de la rédaction de contrats, mais essentiellement de la résolution de litiges. Je pense qu'effectivement, on est obligé de changer, on est obligé de se réinventer, on est obligé d'inventer autre chose. Maintenant, il faut le faire en accord avec nos clients et en accord avec le système, parce que pour l'instant, le système avec lequel on fait l'interface avec le client, c'est un système essentiellement judiciaire, avec des juridictions étatiques qui, elles, ont des contraintes humaines, elles ont trop peu d'effectifs, on le sait, et on partage ce constat avec les magistrats. Contraintes budgétaires, elles ont un budget qui est extrêmement restreint. Les réformes récentes vont peut-être améliorer les choses, on ne sait pas. Il y a eu des réformes de procédure également qui sont là pour améliorer les choses, mais on ne sait pas ce que ça va donner non plus. Il faut évidemment que nous adoptions tous ensemble de nouveaux outils. Il faut également que nous soyons suffisamment résilients, effectivement, pour inventer des alternatives.
Pour le contentieux civil, ça veut dire de trouver d'autres moyens de résoudre les litiges. Alors, on a beaucoup parlé de la médiation, par exemple, avec des réformes qui la rendent obligatoire, la médiation et la conciliation, des modes alternatifs de résolution des litiges, qui pourront être une soupape, c'est-à-dire ça permettra de désengorger les juridictions. Maintenant, il faut le faire à l'aune des enseignements du Covid, c'est-à-dire se dire que comment est-ce qu'on peut continuer à traiter des dossiers contentieux, à ne pas les laisser s'enliser lorsque les juridictions ne fonctionnent pas, ou qu'elle fonctionne au ralenti, et lorsque parallèlement la médiation, on peut pas l'organiser non plus, parce que moi j'avais des dossiers avec les médiations qui étaient ordonnées, qui n'ont pas pu se tenir parce que il n'y avait pas la possibilité, ne serait-ce que de réunir physiquement les parties dans une pièce. Surtout si vous avez des parties qui ont un certain âge, qui sont des personnes à risque, c'était impossible. Donc il va falloir que tous ensemble on réfléchisse à utiliser des nouveaux outils. Ça peut être de l'Online Dispute Resolutions. Je renvoie aux travaux de Richard Susskind qui a sorti un livre, il n'est pas encore traduit en français, exceptionnel là-dessus, qui nous explique quel va être le futur des juridictions. D'ailleurs des mesures alternatives ou non alternatives, des mesures privées ou pas. Parce qu'on parle de mesures alternatives, on parle de médiation et de conciliation, qui sont des mesures où il n'y a pas on ne tranche pas en droit. Mais on peut aussi parler de mesures alternatives aux juridictions classiques en parlant de l'arbitrage, où là il y a bien ce processus de trancher le litige, de rendre une décision. Une sentence, en l'occurrence, mais qui fait appel au syllogisme judiciaire, les faits, la règle, l'application, voilà. Donc, il y a différents panels, et ce qu'il va falloir faire, c'est nous être capables d'utiliser les outils pour utiliser ces différents panels et être capables de les proposer à nos clients. Dans l'absolu, qu'est-ce que pour vous la reprise ? Que diriez-vous au cabinet qui resterait dubitatif sur la nécessité de se réinventer ? Alors, je peux concevoir, mais difficilement, que certains restent dubitatifs sur la nécessité de se réinventer. Non, je veux dire, on peut être là, on peut attendre, là, être dans notre cabinet, puis attendre que ça arrive, attendre que ça change, que le monde change autour de nous, et puis être en mode réactif, c'est-à-dire de se dire que quand ça changera, on s'y mettra, mais tant que ça change pas, à la limite, on est bien, on est confortablement assis. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On est trop contraint par le décalage entre le temps économique et le temps judiciaire. On est trop contraint par le décalage entre les attentes de nos clients et ce qu'on peut aujourd'hui leur offrir. On a aujourd'hui des opportunités extraordinaires à la fois d'exercer notre travail de manière probablement scientifiquement plus intéressante, intellectuellement plus intéressante, et en plus de mieux servir nos clients, de les servir de manière plus complète. Donc, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut arrêter de se plaindre et qu'il faut se dire que la solution à nos problèmes, elle viendra des professions du droit. Je parle de manière générale des professions du droit, sans aucun clivage, c'est-à-dire que ça viendra de tous les professionnels, des magistrats, des avocats, des notaires, de tous les professionnels. Mais autant on a une expertise scientifique, il faut pas qu'on laisse ce marché du droit échapper à nos professions qui doivent proposer des offres concurrentielles adéquates avec les outils nécessaires et les attentes des clients. Et pour conclure, pensez-vous que la reprise soit déjà là ? La reprise, je pense qu'elle est là, une certaine reprise. Depuis le mois de septembre, nous, on voit pas mal de dossiers arriver, de dossiers dont on pense qu'ils étaient un petit peu latents comme ça depuis 6 mois, qui arrivent, alors certaines fois avec une petite précipitation parce que comme ils ont attendu, les dossiers sont de plus en plus chauds. Il y a aussi tout le stock qui s'est créé entre les grèves des avocats en début d'année, la crise du Covid, puis les périodes de congés judiciaires. Donc là, il va falloir gérer ça et tout arrive un petit peu au même moment. Donc la reprise, elle est arrivée. Après, il faut qu'on se mette en ordre de marche pour y répondre. Je pense qu'on a eu suffisamment le temps. On a tous eu bien le temps de conclure pendant la crise du Covid, de prendre de l'avance sur les calendriers de procédure. Donc, moi, le parti que j'ai essayé d'en prendre, c'est de me dire, j'ai le temps. Je me plains souvent de ne pas avoir assez de temps de faire du droit. Là, au moins, j'ai le temps de faire du droit. Et je dois dire que c'est assez plaisant, quelque part, d'avoir vraiment le temps de passer encore un petit peu plus de temps sur chaque dossier pour creuser encore plus, essayer d'être encore plus certain qu'on a vu tous les aspects, qu'on n'a pas d'autres choses à proposer. Et voilà, c'est assez grisant. Et donc, vous êtes prêts pour les prochains mois ? On est prêt pour les prochains mois, on est prêt surtout à offrir des expériences nouvelles à nos clients, des expériences utilisateurs pour parler un peu comme les informaticiens, mais oui, pour essayer de leur proposer autre chose, de voir le nouveau monde sous un angle différent, y compris à l'aune de notre profession. On a pu voir lors d'interviews avec d'autres professionnels, par exemple les professionnels des ressources humaines, que ces derniers digitalisent massivement leurs process, leurs outils et l'approche globale de leur expertise. Qu'en est-il chez les avocats ? Chez les avocats, je dirais pas chez toutes les professions du droit, mais chez les avocats, ce que je connais un peu mieux, c'est probablement encore un peu poussif. C'est certain. Le problème, c'est qu'il y a une grande disparité. On sait qu'on est une profession très hétérogène. Il y a de tout. Il y a des provinciaux, il y a des Parisiens, il y a des gens qui font du conseil, des gens qui font du contentieux. Il y a des petits cabinets, il y a des gros cabinets. Ce qu'il faut, et ça, c'est pas nous qui pouvons agir, ce sont plus nos instances, c'est être certain que tout le monde prendra le train, quoi. Qu'il n'y en ait pas qui restent au bord de la route. Et il y a certaines typologies de cabinets qui pourraient rester au bord de la route parce que, justement, on en parlait tout à l'heure, elles sont pas sensibles à la nécessité de bouger maintenant et que l'avenir est entre nos mains à nous et que c'est nous qui devons bouger ça. Donc c'est probablement le plus grand risque parce qu'effectivement, les autres métiers ont compris ça, que sur la forme comme sur le fond, il fallait changer leurs offres.
Ça peut concerner les métiers du chiffre, par exemple, qui ont bien compris qu'aujourd'hui leur valeur ajoutée n'est plus de faire un bilan parce que les écritures elles-mêmes, ils ont les outils nécessaires pour les sortir. Donc ils sont là pour ça, mais il y a vraiment un plus. Chez nous, et les approches différentes avec les nouveaux outils dont on va probablement parler tout à l'heure vont nous aider à apporter de nouvelles approches à nos clients. Et ça, il faut le faire. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas l'avenir, c'est l'actualité. Je suis d'ailleurs assez surpris quand j'enseigne à l'école des avocats et que je vois certains jeunes qui sortent de l'école, qui ont un âge où ça devrait être natif, qui ne savent pas encore bien utiliser les nouveaux outils qui sont sur le marché. Les avocats, en tout cas pour certains, peuvent apparaître frileux face à la digitalisation. Vous metteriez cela sur quel compte ? Je pense qu'il y a un problème de dimension entrepreneuriale, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, nous, on est des experts, des professionnels et on fait notre travail. Mais c'est aussi probablement une sorte d'atavisme où le juriste se considère comme un juriste et donc, alors c'est peut-être lié au fait que la plupart de ceux qui ont fait fac de droit ont fait fac de droit parce qu'ils n'étaient pas bons en maths, mais de ne pas arriver sur tout ce qui est, par exemple, automatisation. Les smart contracts. On prend cet exemple-là. Le fait de pouvoir automatiser la façon de faire un contrat. C'est tout bête. C'est prendre la pensée du juriste, le raisonnement du juriste et essayer, non pas de le mettre en équation, même pas, mais juste d'arriver à le schématiser avec des flèches et des portes d'entrée, des portes de sortie, pour dire voilà, quand dans un contrat je veux mettre telle clause, ça induit qu'il y ait 2 options, quand j'ai cette option-là, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres options. C'est d'arriver à schématiser sur un mode plus mathématique la pensée. Et souvent, les avocats qui ont un penchant beaucoup plus littéraire vont dire mais non, les 2 contrats que je rédige ne sont jamais les mêmes. Oui, enfin, sauf que peut-être que 80% va être le même et que votre valeur ajoutée, ça va être dans les 10% qui vont rester. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas rationaliser la production des 90% qui pour le coup vont être standardisables, reproductibles, qui va vous permettre d'aller plus vite, de vous concentrer sur les choses plus intéressantes là où vous pouvez prodiguer votre valeur ajoutée, de baisser le coût et d'être plus concurrentiel pour vos clients, parce qu'ils n'ont pas vocation à payer 10 fois la même chose, plein d'avantages. Donc il y a un problème de dimension entrepreneuriale, de ne pas avoir probablement assez découpé le process, de se dire voilà le procès, le jeu de conclusion, voilà comment est-ce qu'il commence, voilà comment est-ce qu'il finit dans sa façon d'être fabriqué, est-ce qu'il passe entre les mains d'un associé, un rendez-vous client, puis ensuite entre les mains d'un collaborateur, comment est-ce que l'information transmet, puis une assistante, puis un associé qui relie, puis un collaborateur. Une fois qu'on a analysé tout ça, on peut se rendre compte de bien des choses et d'essayer de repenser le mode de fonctionnement comme une entreprise, en faisant des parallèles, pourquoi pas, avec d'ailleurs d'autres métiers, notamment moi je fais beaucoup de parallèles avec la cuisine. Je suis pas forcément un très très fin gourmet, mais ni un adepte des restos 5 étoiles. Mais par contre, quand on voit la façon de s'organiser dans une cuisine, on peut en apprendre beaucoup sur la façon d'organiser un cabinet d'avocats. Ça tient probablement à ça. Comment, selon vous, les outils digitaux peuvent-ils accompagner les cabinets et ensuite leurs clients, que sont les directions juridiques ? Alors, les outils digitaux sont essentiels à plusieurs égards. Alors déjà parce que, je le disais tout à l'heure, on se rend compte à l'occasion d'une crise du Covid qu'on n'a pas forcément besoin de dossiers papier. Donc ça, c'est déjà un beau soulagement, ne serait-ce que pour ceux qui trimballent beaucoup de dossiers d'un cabinet à l'autre. Surtout pour faire face à l'infobésité. Effectivement, il y a quelques décennies, il y avait 2-3 grandes revues, dont celles éditées par l'AMI, qu'on lisait toutes les semaines. On pouvait les lire le samedi matin, ça se faisait beaucoup à l'époque. Et puis, on avait à peu près toutes les informations juridiques. Aujourd'hui, l'open data, l'inflation législative, le fait qu'il y ait des publications extrêmement abondantes, toutes pertinentes, mais qu'on peut pas tout appréhender, fait qu'il faut filtrer dans l'information. Donc les outils digitaux, ne serait-ce que pour l'acquisition de connaissances et le maintien, l'entretien des connaissances, permet probablement, lorsqu'on sait sur quoi on veut se spécialiser, aujourd'hui la spécialisation est une tendance qui est évidente, et ne serait-ce qu'au regard de risques de sinistres, il faut être spécialisé parce qu'on peut pas tout faire et tout savoir, sinon on roule sur une autoroute sans savoir où on va. Donc déjà pour lutter contre l'infobésité juridique. Ça, c'est le premier usage. Également, pour réussir à faire quelque chose qui paraît anachronique, c'est d'arriver à faire du droit. Parce que finalement, est-ce que mon job, c'est de passer 5 heures par jour à traiter des emails ou à intégrer des messages RPVA ? Non. Et je pense que beaucoup de confrères se plaignent de dire qu'aujourd'hui, on fait pas assez de droit, on n'a plus assez de temps de concentration pour faire du droit. Donc les outils digitaux, en essayant d'automatiser beaucoup de choses, automatiser des réponses, des process, alors en ayant réfléchi à cette automatisation, puis en la mettant en œuvre à l'aide d'outils digitaux, va permettre de sauver du temps précieux pour ensuite le consacrer à nos clients ou à l'étude et à faire du droit. Donc ça, c'est une belle perspective. Et puis ensuite, ces outils-là vont également nous permettre scientifiquement d'apporter des nouvelles approches. Et là, je fais expressément référence aux outils de justice prédictive, puisque là, on va apporter une nouvelle dimension, une nouvelle approche scientifique à l'appréhension du droit et au raisonnement juridique, que ce soit dans un domaine, dans l'obligation d'information vis-à-vis du client ou dans le dialogue avec les juridictions pour convaincre le magistrat. Donc on va en reparler probablement tout à l'heure, mais c'est aussi une grande avancée dans les outils juridiques. Selon vous, quel est l'impact de la digitalisation sur la performance des cabinets ? L'impact de la digitalisation sur la performance des cabinets,
Moi, je vais le voir sous l'angle de l'avocat provincial que je suis, d'un petit cabinet, ou relativement petit, comparé à d'autres. Je pense que c'est un peu la revanche des petits sur les grands groupes. Cette crise du Covid, cette digitalisation me permet aujourd'hui, avec mon ordinateur, que je peux emporter partout, d'avoir quasiment la puissance de calcul des 10 ou 15 stagiaires d'un grand cabinet anglo-saxon qui travaillent dans une soupente et qui compulsent des jurisprudences. Aujourd'hui, j'ai réellement, avec ces outils-là, une mise sur un pied d'égalité avec certains gros cabinets qui fait qu'on a des outils extrêmement puissants qui permettent de vraiment pouvoir revenir à un même niveau. Il y a la puissance de l'argent ou la puissance du nombre est probablement atténuée grâce à l'utilisation maligne de ces outils. Je pense que c'est vraiment un impact qui est important puis qui est surtout une très très bonne nouvelle pour les nombres de petits avocats individuels ou dans les petites structures. C'est la revanche des petits contre les gros, au-delà du fait qu'en plus, économiquement, on n'a pas les mêmes charges, donc on peut proposer des services qui sont les mêmes que les cabinets de Paris avec beaucoup moins de charges, donc probablement à des prix plus intéressants. Donc il y a une vraie mise sur un pied d'égalité. Ouais. Un des autres côtés positifs de cette digitalisation n'est-il pas de limiter les risques dans ces dossiers et d'optimiser ainsi la prise de décision stratégique ? Alors, limiter les risques, probablement. Je fais beaucoup de défense des confrères en responsabilité civile, donc sous cet angle-là, c'est certain. Il faut savoir qu'au barreau de New York, maintenant, c'est une obligation déontologique avant d'envoyer un client vers un procès, de sortir une analyse avec un outil de justice prédictive pour objectiver la perspective d'obtenir gain de cause ou pas. C'est une vraie obligation. La question qui va se poser d'ailleurs est à double sens, c'est de savoir quel risque je prends si je ne propose pas ce genre d'outil à mes clients à l'avenir, le risque d'être accusé de ne pas les avoir suffisamment éclairés, quel risque à l'inverse je prends de les utiliser sans savoir les utiliser, ces outils, parce que ça va nécessairement créer des nouveaux usages, des nouvelles compétences, il va falloir que tous on apprenne à utiliser ces nouveaux outils et à les exploiter de manière à la fois pertinente et complète. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque à ce que les avocats décident de ne pas prendre tel dossier parce que la justice prédictive leur dirait qu'ils ont plus de chances de perdre leur dossier, alors même que ce dossier porte sur une question qu'il serait important de trancher au fond ? L'idée, si on raisonne en termes de probabilité d'utilisation de ces outils-là, c'est pas forcément dissuader le client d'y aller. Si c'est une question de principe qui a la vocation à être tranchée, il faut être capable de l'expliciter auprès du client, de lui dire voilà, effectivement, c'est une question qui est pas tranchée, donc effectivement, il n'y a pas 95% de chances d'obtenir gain de cause. Si on a 95% de chances d'obtenir gain de cause, d'ailleurs, la question se poserait probablement pas parce qu'on arriverait à le faire admettre en face et on arriverait à trouver une solution. Mais juste, si on va au procès, si on y va, si on soumet la question, il faut être conscient des risques que ça suppose et il faut que le client accepte d'y aller, de prendre le risque d'être le pionnier et d'infléchir la jurisprudence ou d'être le premier à faire trancher une nouvelle question qui n'a pas été tranchée. Nécessairement, eu égard aux obligations qu'on a vis-à-vis de nos clients, on est obligé de les informer de ça. On peut pas exiger d'eux qu'ils soient les pionniers d'une question qui n'a pas été tranchée s'ils veulent pas y aller. Maintenant, effectivement, scientifiquement, il faut que ces outils-là, et j'ai assez peu de crainte là-dessus, servent la construction jurisprudentielle et ne soient pas à l'inverse des freins à l'évolution jurisprudentielle. Mais je pense que là-dessus, il faut avoir une vision complètement optimiste sur l'indépendance de nos magistrats. Moi, j'ai une confiance énorme dans la magistrature française qui est composée de gens absolument brillants et qui seront suffisamment indépendants pour savoir que ce seront des outils, des aides à la décision, certainement, tout comme l'analyse des conclusions de l'avocat qui va donner tel ou tel arrêt de référence va être une aide à la décision, mais tout comme le magistrat se sentira pas forcément lié par l'arrêt qui a été rendu il y a 4 ans par la Cour de cassation dans un dossier qu'on peut considérer comme étant similaire, mais qui a peut-être des particularités qui font que dans ce dossier précis, la solution sera différente. Il faut avoir confiance quand même. Si je comprends bien, la digitalisation et l'intelligence artificielle sont plus un outil d'aide pour les avocats et ne sont donc pas opposés à l'humain. En fait, pour prendre l'exemple en matière d'intelligence artificielle, c'est surtout dans la justice prédictive que la question va se poser. C'est juste d'apporter un nouvel angle de raisonnement. On a ce raisonnement qu'on a tous appris à la fac de droit qualitatif, de chercher la jurisprudence qui va bien, qui peut être transposable. Il y en a peut-être qui sont pas transposables, qu'on a trouvé aussi et qu'on mettra pas dans notre argumentaire. Hein. Donc on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour défendre une position. Mais là, avec la justice prédictive, on n'est pas en train de dire l'intelligence artificielle doit primer sur l'intelligence humaine. On est en train de dire voilà, on va analyser la jurisprudence, non pas sous l'angle extrêmement restreint de quelques décisions, mais sur un grand ensemble. C'est comme les sondages, en fait. Vous avez les sondages politiques. C'est la même chose. Vous avez des sondages qu'ils appellent quali et des sondages quanti. Les quali, c'est on analyse des décisions assez étoffées d'un panel très restreint pour pouvoir rentrer dans le détail de l'analyse de chaque réponse. Et il y a des sondages quanti qui permettent d'avoir une photo d'un panel beaucoup plus large, mais qui est aussi représentative. Ça ne veut pas dire que l'un contient la vérité et l'autre ne la contient pas. Ça veut dire que ce sont juste deux approches différentes qui sont complémentaires, qui permettent d'apporter deux niveaux de raisonnement complémentaires au magistrat, qui au final est le seul à trancher. Le seul. Au final, comment voyez-vous évoluer cette digitalisation chez les professionnels du droit ? Y aura-t-il selon vous des façons radicalement différentes d'exercer dans les années à venir ? Je pense qu'il y aura des façons radicalement différentes. Je pense que ça tient à plusieurs choses, notamment
à la réactivité qu'auront les pouvoirs publics pour faire évoluer les méthodes aujourd'hui à disposition de la justice publique. Ça, c'est quant au risque, et c'est un risque d'ailleurs, quant à la possibilité, la probabilité de voir émerger des solutions alternatives qui ne passent pas par les juridictions étatiques. Je pense à des alternatives au fait de trancher en droit, c'est-à-dire notamment la conciliation, la médiation, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient digitalisées, ou à des alternatives pures au procès public, c'est-à-dire la voie de l'arbitrage. On travaille beaucoup avec Eurojuris sur la question de l'arbitrage et de la médiation dématérialisée. On a lancé une plateforme qui s'appelle madecision.com et on croit vraiment que pour toute une frange des litiges, tout ce qui est arbitrable, on parle pas des questions d'état civil, on parle pas des questions de politique pénale, mais pour tous les litiges privés qui sont arbitrables, là où clairement les juridictions manquent de moyens, c'est à nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, professionnels, de se prendre en main pour essayer de trouver des solutions qui soient connectées avec les besoins de nos clients, y compris les besoins économiques, les besoins du marché. Donc pourquoi pas développer l'arbitrage en ligne avec des avocats qui tiennent le rôle d'arbitre spécialisé dans telle ou telle matière, ce qui permet d'avoir une rencontre, un matching, comme on dit maintenant avec les plateformes, entre un profil d'arbitre et un contentieux qu'il va parfaitement connaître, parce qu'il va connaître le domaine industriel, il va connaître la question de droit qui est posée. Donc on va ou pas, selon la capacité rapide d'évolution des outils utilisés par les juridictions étatiques, étoffer le champ des possibles de la résolution d'un litige. Il y a une consoeur, je trouvais ça assez rigolo, c'est très LinkedIn, mais je sais plus qui c'est, mais elle se reconnaîtra, qui mettait dans son profil qu'elle était litigation designer. Je trouvais que l'appellation était très belle. Litigation designer, effectivement, aujourd'hui, un litige, on peut le conduire de différentes manières, on peut le construire en fonction de la personnalité des parties, de toute façon, ce qu'elles veulent, est-ce qu'elles veulent continuer à travailler ensemble, est-ce que la rupture est totalement faite, est-ce qu'on s'inscrit dans le temps long, est-ce qu'il faut qu'on trouve une solution rapide, est-ce qu'on peut trouver des solutions émergentes entre les parties qui vont converger, est-ce que réellement il faut qu'un tiers tranche parce qu'on n'arrivera pas à solutionner, ou alors on va y passer trop de temps. Après, dans la digitalisation, il y a aussi un rapport à l'éloignement géographique. Je pense que de manière générale, les distances, les frontières géographiques ne vont plus exister. Ça va aider dans le cadre de litiges transnationaux, ça va aider aussi dans le cadre de litiges nationaux. Aujourd'hui, si j'ai une partie adverse qui habite à Strasbourg, que je suis à Saint-Brieuc et que je l'invite à faire une médiation, la capacité de mon adversaire à dire bah oui mais vous êtes gentil mais vous m'invitez à faire une médiation à Saint-Brieuc, moi je vais peut-être pas faire 7 heures de route pour m'asseoir autour d'une table pendant 2 heures sans savoir ce qui peut en ressortir. Pour le coup, si vous l'invitez à faire une médiation dématérialisée en ligne, elle n'a plus ce prétexte-là. Donc ça enlève un certain nombre de prétextes, avec des expériences pendant le Covid d'ailleurs sur tout ce qui est digitalisé, sur tout ce qui est visioconférence qui sont assez bonnes, où certaines institutions d'arbitrage en l'occurrence commencent à nous dire mais finalement l'audition de témoins ou les instances arbitrales dématérialisées, on pense pas que ce soit aussi aseptisé, on pensait qu'il allait y avoir une distance, qu'on n'allait pas percevoir des choses, et finalement en plus le fait d'avoir les caméras avec les visages de tout le monde en face de soi, on arrive à voir aussi en termes synergologiques, en termes de micro-expression, on voit beaucoup de choses, c'est complètement différent mais c'est pas plus mal. Donc je pense qu'on va s'affranchir des frontières également dans les prochaines années. Ça va permettre de rationaliser les coûts. Après tout, pourquoi faire 5 heures de route pour aller dans une juridiction et faire une plaidoirie qui objectivement va durer 12 minutes? Rapporté au temps de route, ça paraît un peu astronomique, y compris pour les coûts induits par le client. Je suis pas forcément payé pour faire de la route. Donc demain, pourquoi ne pas se faciliter la vie avec ces outils-là, ouais. C'est l'éditeur juridique Wolters Kluwer et son partenaire Predictis qui nous ont permis de vous rencontrer aujourd'hui. Certains auditeurs doivent se demander pourquoi vous avez souhaité nous confier votre expérience et la nature de vos liens avec Wolters Kluwer et Predictis. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors, vous en dire plus sur la relation avec Wolters Kluwer, c'est assez simple. C'est que quand, au début de la présidence de Sophie Clanchet, la précédente présidente d'Eurojuris, j'étais son vice-président et on a très rapidement voulu nouer des relations avec les partenaires. Alors, Wolters Kluwer, on les connaissait, on se connaissait déjà depuis un bout de temps. On travaille déjà ensemble avec Eurojuris, donc on avait déjà une relation de confiance. Et on a vu surtout qu'on avait des atomes crochus vis-à-vis de notre relation à la Legal Tech. On a été dans le premier réseau d'avocats à peut-être se dire qu'on pouvait faire un pas vers la Legal Tech, vers ces nouveaux produits de droit, et à se dire qu'ils avaient quelque chose à nous apporter et que peut-être nous aussi on pouvait leur apporter quelque chose. Ça a été le cas notamment avec Predictis, avec laquelle des partenariats ont été noués. C'est un peu Wolters qui a fait le lien entre nous et Predictis, où on a fait un travail absolument passionnant, où dès le départ on a proposé à Predictis d'utiliser, de tester, d'être une sorte de bêta-testeur, de faire les premiers retours sur la solution, qui a été très riche parce que non seulement ça s'est fait, on a fait des retours, on a été agréablement surpris par la solution, et on a surtout été surpris par la capacité d'écoute et d'évolution, et on a vu une véritable co-construction qui s'est faite. Donc tout ceci s'est fait entre des personnes qui finalement partagent la même intuition sur l'évolution du droit, la même vision, et probablement aussi la conviction que la digitalisation c'est bien, mais c'est pas une fin en soi d'acheter des nouveaux outils.
Moi, je dis toujours que dans la digitalisation des directions juridiques, il y en a certaines qui me demandent de réfléchir avec elles là-dessus. La question, c'est pas de savoir ce qu'on va digitaliser en premier. La première chose, c'est de modifier les consciences. Parce que vous pouvez investir dans tel ou tel logiciel, si fin soit-il, si précis soit-il, si vous n'avez pas convaincu le juriste de ce que ça va lui apporter et de ce qu'il va gagner en pertinence, en temps disponible pour une vraie relation client, en temps disponible pour faire du droit. Si vous n'avez pas convaincu d'abord le juriste, l'utilisation derrière ne sera pas efficiente. Donc il y a une dimension tech, puis une dimension psychologique. Et nous, chez Eurojuris, on a parallèlement à ça créé un cycle d'évolution autour des soft skills. Et Wolters Kluwer, via l'AMI Formation, l'a fait également. Moi, je suis intervenu sur certains aspects. Voilà, l'idée, c'est d'allier les deux, d'accompagner le changement. Voilà, pas que par l'outil technique. Merci beaucoup Benjamin English pour ces riches échanges. Malheureusement, notre podcast touche à sa fin. Nous espérons que nos auditeurs auront gagné quelques enseignements sur la résilience des cabinets d'avocats et le rôle clé joué par les professionnels du droit dans cette dynamique. Merci beaucoup pour votre attention et retrouvez-nous pour notre prochain podcast.